Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Purple. Aujourd'hui, on vous accueille au mythique Château Guiraud en plein cœur du Sauterne. On est accueilli par Sandrine Garbaille, la directrice générale, qui officie d'une main de maître ici dans ses chais pour créer un vin absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, on a une petite surprise pour elle. On lui a ramené une bouteille de Château Guiraud 1918. Un vin qui a connu la guerre. C'est parti, on va déguster ça tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup comment de nous allez-vous? accueillir Avec au Château plaisir. Guiraud. Avec plaisir. C'est magnifique, là je suis arrivé par les routes, par les vignes et le petit jardin en arrivant. Oui, mais c'est une magnifique propriété. Ah ouais, c'est sublime, la région est magnifique. Oui, puis on surplombe un peu ici, et on a vu sur le vignoble les 128 hectares d'un seul tenant autour du château, c'est magnifique. 128 hectares. Il y a 128 hectares, mais oui, tout à fait. 128 hectares plantés en vigne. Exact. Alors non, plantés 95 hectares, plantés, ce qui est déjà pas mal. Propriété. Et ce qui nous permet surtout aussi d'avoir de la diversité, parce que du coup on a des forêts, des prairies, des haies, et c'est vraiment un ancrage fort de Guiraud dans son environnement, avec cette préservation de la biodiversité au vignoble. J'ai cru comprendre que Guiraud était très impliqué dans l'agriculture écologique, biologique. Tout à fait, très engagé depuis toujours, dès le milieu des années 90 en fait. La famille Planty avait amorcé ce grand virage vers l'agriculture biologique, et on a été le premier des premiers grands crus classés à être certifié bio en 2011. Ouais, donc avant-gardiste et même pionnier dans tout à fait. Ouais, tout à fait. Je suis super content parce que je suis un grand amateur de Sauterne, un grand amateur de Guiraud. Mais il nous en faut, c'est très bien, on est ravis. Justement, on va en parler un petit peu. Et aujourd'hui, on va célébrer quelque chose, je ne sais pas, mais en revanche, on va vivre quelque chose d'assez particulier. Eh oui, en effet. On nous a ramené une bouteille de Château Guiraud 1918, un vin qui a quasi connu les tranchées. Eh oui, exactement. Est-ce que vous avez déjà bu un Guiraud aussi ancien? Non, jamais. Et on a quelques rares anciennes bouteilles dans notre caveau, mais très peu, et je n'ai pas eu l'occasion de les goûter encore. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez beaucoup de vieilles bouteilles Non, ici? très peu. C'est vraiment anecdotique, donc je suis ravie d'ouvrir cette bouteille avec vous. Et on va découvrir ça ensemble. Bah oui, super. Parfait. Allons-y. Venez. En tout cas, c'est un Guiraud 1918, ça y a aucun doute. Et je vais évidemment vous laisser officier pour ouvrir la bouteille. Oui, c'est trop aimable de me laisser. Je ne mouille pas. C'est vous l'experte. Hein. Oui. Bon, j'en ai ouvert quelques-unes, en effet, très vieilles dans ma vie précédente. On va peut-être faire ici. Bon, là, c'est quand même un moment assez solennel. Oui, absolument. Et puis, avec beaucoup d'émotion, toujours, de toucher ces bouteilles qui ont connu une histoire incroyable, et notamment, Première Guerre mondiale, c'est quand même Première Guerre mondiale, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même fou. Alors, une rescapée qui a plus d'un siècle. Alors, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à un grand vin, on peut s'attendre... Comment était l'état des cultures un grand vin, c'est toujours possible. Parce que, franchement, les vins liquoreux sont sûrement les plus aptes à vieillir, au vieillissement, ne serait-ce que par le... Ah ben, vous voyez, ça vient tout seul. Oh, dis donc, on est chanceux. Voilà. À vrai dire, on s'y attendait pas du tout. Ouais. Donc, en fait... la taille du bouchon est quand même assez rétrécie. Ben, c'est ça. Là, il a un peu séché, et on voit très bien le millésime. Guiraud 1918. Et là, on a la confirmation. C'est extraordinaire, parce que quand on voit le reste de bouchon qui arrivait à garder ça hermétique... C'est extraordinaire de se dire qu'elle n'était pas couleuse ou qu'elle n'a pas... Ce qui est incroyable, vous avez vu, à l'époque, c'était les Bernard, les propriétaires. Et c'est un juste retour des choses, puisque actuellement, un de nos actionnaires est Olivier Bernard, du domaine de Chevalier. Exceptionnel. Et en fait, alors je ne sais pas si c'était sa famille, mais voilà, il y a eu effectivement à la tête de Guiraud une famille Bernard au début du XXe siècle. Voilà. Exceptionnel. En plus, j'ai l'impression que le niveau est plutôt bon. Donc, mais oui, c'est sûr. Pour une bouteille de cet âge-là, c'est plutôt très bon. Pour l'instant, une dégustation sous les meilleurs auspices. Exactement. Bon, moi, je me mouille un peu moins d'ouvrir ce qu'on regarde aussi 2006. Voilà. Ça, j'imagine que vous avez déjà plus l'occasion d'en boire. C'est ça, un petit peu plus souvent, exactement. Et c'est un très joli millésime, un millésime de pourriture noble, emblématique. Et très agréable, parce que 2006, c'est une année où on avait eu de belles acidités.
l'été avait permis, en tout cas, de préserver des acidités assez hautes dans les raisins. Et on a à la fois le confit et tout le côté, voluptueux du Sauterne, avec quand même la fraîcheur acide de ces raisins de 2006. Je vais chercher des verres, peut-être. Ça fait un bon bruit, déjà. Oui, c'est déjà bon signe. Du coup, j'en profite pour vous poser des petites questions. Oui. Vous voyez qu'on a aussi quelques petites choses à manger. Tout à fait. Je crois que vous êtes plutôt partisane de dire que le vin est aussi avant tout un condiment qui accompagne des mets. Et alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Qu'est-ce qu'on mange avec un Sauterne, avec un Château-Giron? En fait, probablement, avec ces vins de pourriture noble, l'accord est hyper facile. Contrairement à ce qu'on a en tête, ce sont des vins très faciles à imaginer à table et à assortir, parce que ça va avec beaucoup de choses. Alors, il y a parfois quelques contre-indications, et encore, ça dépend des goûts, mais globalement, moi, je trouve que ce sont des vins qui se marient excessivement bien avec les fruits de mer, par exemple, les noix de Saint-Jacques, le crabe, les langoustines, le homard. Ça, c'est pour moi probablement un des meilleurs accords. Mais ça va très bien aussi avec des viandes blanches, donc sur des poulets croustillants, sur un canard laqué en Chine par exemple. La cuisine asiatique se marie très très bien avec ces vins-là, mais on peut très bien aller vers la cuisine du Moyen-Orient aussi, des tagines d'agneau par exemple, avec les fruits secs. On imagine tellement bien cet accord, et puis bien sûr avec des fromages. Bon, là, on a fait simple, c'est peut-être le plus classique. Je crois que le bleu, c'est l'accord le en fait, plus... tout ce qui est globalement un peu salé va très bien avec le sucré. Historiquement, et en tout cas ces dernières décennies, nos vins étaient associés à des vins de dessert. Et on trouve que c'est peut-être, sans doute, ce qu'il faudrait vraiment changer dans la consommation de nos vins liquoreux, arrêter de les servir sur les desserts et plutôt les servir sur des mets salés, parce que ça se complète, ça se marie tellement mieux. Voilà, ça serait formidable. D'où ce travail que l'on fait avec des chefs, tous autant que nous sommes, dans l'appellation Sauterne. On montre de nouveaux mariages avec nos vins, y compris des nouveaux modes de consommation, à l'apéritif, dans un mode plus décontracté, parfois avec des gros glaçons, histoire de rafraîchir. L'été, un verre de Sauterne avec 2 gros glaçons qui fondent pas trop vite, c'est merveilleux. Et c'est hyper désaltérant, rafraîchissant. Et puis ça amène un peu de soleil dans le verre, c'est super. Ça ouvre tout un monde d'imagination. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Non. On a l'habitude d'entendre bien sûr le Sauterne avec le fromage, le Sauterne avec le dessert, le grand débat du Sauterne avec le foie gras. Voilà. Mais vous voyez, vous parlez de homard, vous touchez mon petit cœur parce que je suis un inconditionnel. Un grand amateur, un inconditionnel du homard. Oui. Et alors je vais vous provoquer un petit peu, mais est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de boire du Sauterne avec tous ces plats, alors que là on est dans le Bordelais, évidemment on parle plutôt de la rive gauche du Médoc ou de la rive droite, bref, de tous ces vins qu'on a l'habitude de voir plutôt rouge aussi sur n'importe quel plat, parce que ça marie très bien avec tout. Est-ce que le Sauterne est pas un petit peu démodé chez nous en France? Je crois pas. Je crois qu'il il l'a été à une époque, et puis là je pense qu'on revit un moment où les gens sont beaucoup plus enthousiastes vis-à-vis de nos vins, et on sent un attrait à nouveau pour ces vins liquoreux. On est en train de leur redonner une image un petit peu plus moderne, ne serait-ce que par la présentation de nos vins, où on a beaucoup travaillé en vinification sur la préservation du fruit, donc ça leur donne un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien. On a arrêté ces vins hyper sucrés, hyper lourds, qui ne plaisaient finalement pas aux consommateurs, et là on est maintenant sur des vins très équilibrés, très élégants. Et je dois dire, voilà, on sent de l'enthousiasme à nouveau autour de nos vins. Et ça, c'est un signe fort qui nous fait plaisir. On a beaucoup développé le no-tourisme aussi à Sauterne. À Guiraud, on a été vraiment pionnier dans l'accueil à la propriété. On est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Et donc ça, je pense que tous les gens qui viennent ici, que l'on accueille ici, finalement, on les vaccine ou en tout cas, on leur donne, voilà, inoculer le virus. Voilà, on les inocule au vin de Sauterne, et je pense que ce sont de futurs ambassadeurs pour
pour nos vins, clairement. Oui, et donc, c'est une bonne on chose. cherche à développer ça, l'accueil sur site, à Sauternes. Il y a beaucoup d'initiatives, voilà. Et Guiraud prend sa part au milieu de tout ça, et tant mieux. Eh bien, écoutez, vous me rassurez. Tant Ça veut mieux. dire que le Sauternes et Guiraud aura un avenir radieux. Donc, je propose Oui. qu'on trinque à ça. Mais oui. En tout cas, nous, chez Purple, on est les premiers ambassadeurs du Sauternes. Mais oui. Parce qu'on aime beaucoup ça. Donc, Bon, je suis ouais. très heureux de partager ce verre avec vous. Bah, avec plaisir, moi aussi. On commence par le 2006. Hein. Oui, ça, voilà. c'est un choix délibéré. C'est ça, de commencer Sans par trop de le risques. plus jeune. Voilà. Histoire de s'étalonner un peu le palais avant d'accéder au Graal qu'est ce Guiraud 1918. C'est vrai que, comme vous le disiez, c'est très fruité. Exactement. Ça se boit très facilement, c'est très accessible en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment ce style de vin, l'avenir de Sauternes, voilà, pas trop sucré, mais avec le caractère confit de pourriture noble, assez racé, mais très digeste. Bon, et avant qu'on accède au Graal, comme vous disiez, Mm. est-ce que vous me raconteriez une petite anecdote qui est propre au château Guiraud, qui distingue votre domaine dans tout ce vignoble du Sauternes? Alors, bon, il y a quand même plusieurs points qui distinguent Guiraud, mais sans doute J'imagine. le personnage à l'origine du nom de Château Guiraud, Pierre Guiraud, m'a toujours inspiré, un peu pionnier dans l'histoire de cette propriété. C'est lui qui a fait construire la chapelle de Guiraud parce qu'il était protestant. Et en fait, c'était un des seuls protestants du Sud-Gironde, entouré des Lursalus autour, qui étaient de fervents catholiques, et il a eu beaucoup de fierté à dire moi je suis protestant, je revendique cette confession et je fais bâtir ma propre chapelle. Voilà, après tout, Ikem a sa chapelle catholique, Fillot aussi, pourquoi pas moi ma petite chapelle protestante. Et ça a été la première chapelle protestante dans le Sud-Gironde. Donc voilà, je pense que ça initie au sein de Château Guiraud un petit côté rebelle que la propriété a toujours eu. Défense de ses convictions, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement, exactement. Ouais, donc cette image et ce trait de caractère est resté. Voilà, tout C'est à fait, amusant. tout à fait. Bon, il nous fait de l'œil ce Et verre. ouais, je trouve aussi, je suis très tentée moi aussi pour le Mais goûter. j'avoue que j'ai un peu d'appréhension. On va voir. La couleur, en tout cas, elle est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'un vin aussi ancien. Donc là, on tire vers le caramel, le ambré caramel, ce qui est normal. En fait, les sucres dans le temps caramélisent. Et on a ça, ces notes un peu grillées. Bon, Sandrine, à vous l'honneur. Je veux pas commencer. En fait, on avait au départ une petite note un peu poussiéreuse et qui là est en train de partir. Et puis on est maintenant là sur les fruits secs, il me semble. Donc il y a le côté effectivement grillé, torréfaction. Ah oui, c'est marrant, des fruits secs, ouais. Mais les fruits secs, je trouve qu'ils sont en train de se développer. Bon, si on avait très bien fait les choses, on aurait peut-être dû l'ouvrir un petit peu avant, quoique. Oui, mais si vieux, on fait attention quand même. Donc il faut en prendre soin et voilà. Je pense que c'est bien comme ça s'ouvre dans le verre. On profite finalement de tous les arômes à l'ouverture. En fait, alors surprenant parce qu'il n'y a pas tant de sucre que ça. C'est assez vif, c'est pas très sucré. C'est étonnant. C'est pas sucré du tout. Non. Il y a de beaux amers. C'est particulier comme équilibre. Voilà, ce qui ressort, c'est l'acidité, un peu d'amer, ces notes de fruits secs. C'est plutôt agréable. Oui, c'est plutôt agréable, mais c'est pas sucré. Non, c'est pas sucré. C'est pas sucré du tout. Et c'est assez étonnant. Ouais. Pourtant, il y a dû en avoir quand même. Vous voyez, pour avoir cette couleur. Ouais, tellement. Parce que pour autant, au nez, c'est pas oxydé. Enfin, j'ai pas les notes noix, etc. Donc, ça veut dire que c'est une évolution normale de la bouteille. C'est très original. On n'a pas complètement l'impression de boire du vin d'ailleurs. Non. Et puis on n'a pas trop de références sur ce type d'équilibre. C'est très vif. Il y a une belle acidité. J'avais eu l'occasion de goûter Ikem 1918 et on était sur ce type d'équilibre, c'est-à-dire très peu de sucre. Donc voilà. Vous avez un vrai comparatif. Oui.
il me semble, un peu plus de sucre dans Yquem, mais il y avait cette même acidité, on va pas dire fraîcheur, parce que là, c'est plus de l'acidité présente, ces amers aussi, mais qui sont jolis, qui sont pas dérangeants du tout. Mais ce qui est... Et le nez est assez proche de ce que j'avais en tête pour Yquem. Pour Yquem ? Ouais. D'accord, donc c'est aussi c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que c'est conforme à... Oui, à ce qu'on peut attendre d'un 1918 qui, voilà, historiquement n'est pas un grand millésime de Sauternes, voilà, de ce que je sais. Mais voilà, c'est quand même très émouvant d'avoir une telle bouteille, avec plus de 100 ans, quoi. Margot, les petites précisions à nous donner sur cette couleur et l'évolution de ces vins anciens? Alors, en fait, ce qui se passe dans le Sauterne, c'est qu'on a une réaction chimique qui se fait dans la bouteille. Donc, vous pouvez le voir sur les plans qu'on a achetés dessus avec les impériales. C'est la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des acides aminés qui vont être piqués au sucre et qui, petit à petit, vont acheter une nouvelle fonction. Donc, c'est purement de la chimie. Donc, une fonction de coloration. Donc, au fil des années, ils vont piquer de plus en plus d'acides aminés. Et ces acides aminés vont vraiment créer une couleur très sombre, de plus en plus ambrée, jusqu'à arriver presque à une couleur de vin rouge. Et après encore plus sombre et plus profonde qu'un vin rouge. Donc c'est quand même un phénomène qui est sympa. Et si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a toujours autant de sucre qu'en 1918, exactement, mais que ça n'a plus le goût de sucre. Si aujourd'hui on analyse ce vin dans un laboratoire, on a le même taux de sucre qu'en 1918, mais en ressenti en bouche, vous pouvez le confirmer. Complètement, je confirme. On n'a plus rien. Et pour autant, on a d'autres saveurs et c'est parfait. Alors, quel est le vin le plus ancien que vous ayez ici dans vos caves? Je connais pas tous les stocks, mais il me semble que c'est une 1861 qu'on a ici. Ah voilà. Oui, quand même. Mais on en a qu'une bouteille, voilà. Et on a très peu, en fait, de bouteilles du 19e siècle. On doit avoir en tout et pour tout 5 ou 6 bouteilles. Je crois qu'il y a une 1893 aussi, qui est un millésime mythique. De Sauternes, mais voilà, très peu. Et globalement, on a peu de stock de vieux millésimes à Guiraud. Donc pour moi, c'est vraiment très instructif de goûter cette vieille bouteille parce que j'ai pas eu l'occasion encore d'en goûter aucune. Donc c'est super. C'est peut-être pas des bouteilles qui sont destinées à être ouvertes. Non, non, c'est pour la mémoire. C'est un côté bibliothèque, oui, exactement. Sandrine, mille merci de nous avoir accueillis ici au Château Guiraud. Mille merci d'avoir partagé ce petit trésor avec moi. Et qui d'autres aurions pu nous le faire. Évidemment, c'était avec vous qu'il fallait boire cette bouteille. On invite tout le monde qui nous regarde de venir vous voir. Comme on l'a dit, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. Oui. Vous êtes dans un cadre absolument magnifique, que ce soit le paysage qu'il y a autour et même toutes les infrastructures, le château, les chais, la réception. Merci mille fois. Merci à vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Venir dans le Sauterne et goûter ces vins qui ont quelque chose de merveilleux. Exactement, vous serez les bienvenus. À bientôt.